Autonomie, c'est un service d'accompagnement qui accompagne des personnes adultes en situation de handicap qui vivent dans leur milieu de vie, qui ont des projets de vie. Alors, on va les accompagner pour développer ce projet, pour les aider dans tous les domaines de la vie. Ça touche à la parentalité, à l'accompagnement administratif, la gestion du budget. On peut les accompagner chez le médecin pour qu'ils comprennent mieux le message du médecin, pour mettre en place ensuite les aides infirmières, kinés s'il faut, pour l'accompagner ensuite au magasin, à la bandagisterie. Psychosocial aussi. Beaucoup de soutien relationnel, de l'écoute, le travail avec le réseau, les partenaires, la famille. C'est tellement très varié. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Voilà, ça va être vraiment en fonction des besoins de la personne et de ce qu'elle a envie de mettre en place. On va travailler le plan d'accompagnement avec la personne, déjà lui expliquer les tenants, les aboutissants, essayer de voir avec elle ce qui est important pour elle, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de mettre en place, ce qu'elle a envie de changer dans sa vie. Et on l'accompagne vraiment dans ce sens-là. Parfois, il faut expliquer un petit peu plus à certaines personnes. Parfois, c'est la famille qui demande et donc il faut travailler un peu plus le projet avec le jeune. Parce que donc, on accompagne des personnes adultes de 16 à 65 ans et plus. On accompagne des personnes qui veulent faire du bénévolat. On cherche un lieu de bénévolat avec elles. On triangule le bénévolat. On accompagne au bénévolat. On travaille aussi avec les jeunes qui sortent de l'école. La transition, donc école, après école, sa place dans la société. Est-ce qu'elle va travailler, pas travailler? Est-ce qu'elle aura une occupation? On travaille aussi avec des personnes cérébro-lésées, des personnes donc, qui ont eu un accident de la route, qui ont une lésion cérébrale ou des AVC. Et là, c'est des personnes qui ont une vie tout à fait normale et puis qui se retrouvent avec un handicap subi et qui doivent tout remettre en place. Et donc là, on va les accompagner et chercher des astuces au quotidien. Voilà, là, l'éducateur, en effet, va avoir un rôle de trouver tout ce qui est pratique dans sa vie à mettre en place pour pallier au handicap. On arrive après l'AVC, mais après l'hospitalisation, on arrive où la situation a déjà pris place, où le choc, le traumatisme, à quelque part, est déjà passé. Et la personne avec une cérébrolésion, parfois, physiquement, ça ne se voit pas. Et donc, on rencontre une personne physiquement capable, qui va peut-être même parler correctement, mais tous ses troubles et tout son handicap va être invisible. Et donc, c'est des troubles de mémoire. Mais nous, on ne connaît pas la personne d'avant. Et la famille, elle, n'a plus la même personne en face d'elle. Alors, oui, elle a son père, sa sœur, physiquement là, mais qui fait exprès ci, qui fait exprès ça, qui retient rien et qui a plus de volonté, qui est apathique, alors qu'avant il était jovial, il faisait plein de choses, et il est fatigué, il fait tout le temps la sieste. Et en fait, souvent, on doit expliquer, alors qu'on ne connaissait pas la personne, qui ne le fait pas exprès, que c'est les séquelles, les conséquences de l'accident. Et là, la personne elle-même se sent reconnue parce qu'elle se dit, tiens, il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui reconnaît que j'ai des difficultés. Il faut essayer de voir les choses autrement. Ce n'est pas évident pour la famille. Ce n'est pas évident pour l'entourage. Ce n'est pas évident même pour la personne aussi, quoi. Enfin, c'est le handicap invisible, c'est encore différent du handicap mental. On travaille quand même avec la personne adulte qui a ses propres projets et où la famille intervient en disant non. Comme par exemple, on a mis en place une activité vie affective, relationnelle et sexuelle. Et parfois, c'est très compliqué quand on a une personne qui veut tout simplement avoir une vie amoureuse ou le parent derrière dit non, mon enfant n'a pas besoin... n'est pas à ça, mon enfant n'a pas besoin d'une vie sexuelle, enfin voilà, considéré parfois comme asexué en fait. Ouais, travailler le projet de la personne, c'est quelque chose. Travailler avec la famille, c'est autre chose.
On n'est pas mandaté ici au service d'accompagnement, on n'a pas de mandat de personne, si ce n'est de la personne elle-même pour qu'on l'accompagne. Et donc ça n'a aucun poids. Prendre sa place d'accompagnateur comme personne privilégiée dans l'accompagnement, c'est pas toujours simple. Et pourtant, on est quand même, comme en résidentiel, les personnes qui connaissent souvent le mieux la personne. Avant, je travaillais en institutionnel et je me rendais bien compte que je n'étais pas faite pour accompagner des personnes hyper dépendantes parce que j'ai besoin que ça bouge. Et donc, j'ai trouvé une place dans ce service d'accompagnement où, en effet, je n'ai pas une journée qui ressemble à une autre et où je travaille avec des gens que je rencontre partout, tous les jours, quoi. On ne se rend pas compte des difficultés et du coup, on peut parler de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de compréhension. C'est pas la même dimension qu'une personne avec un handicap mental, à qui on peut parler aussi de plein de choses. Mais on est un peu des couteaux suisses, en fait. On peut être psy, assistante sociale, éducatrice, aide familiale, aide ménagère. On va faire des apprentissages. On a intérêt à être quand même très pratico-pratique. On a intérêt à être ouvert, curieux, polyvalent, très polyvalent. Parce que ça ne se limite pas en effet à aller à domicile et faire 2-3 papiers. Non, c'est plus que ça, quoi. Soutien relationnel, c'est énorme. Moi, je dirais, en tout cas, je fonctionne comme ça, d'être qui on est, d'être vrai. Enfin voilà, on va chez des gens, on n'est ni plus ni moins que eux. On travaille avec de l'humain. Des personnes. On est là vraiment pour collaborer ensemble. Il faut un pied d'égalité, quoi. C'est juste être à l'écoute, empathique. Oui, faut pas se prendre la tête, quoi. On n'est pas plus haut qu'eux, voilà, comme tu dis, voilà, on est sur le même piédestal, l'égalité. Donc on travaille donc oui en équipe et tout en étant en individuel en même temps. Donc voilà, on peut être amené à se déplacer. Donc on a chacun nos bénéficiaires. On se déplace à domicile, donc souvent seul, mais toujours avec ce travail d'équipe où on peut toujours faire appel à nos collègues, etc. pour quelque chose qu'on ne sait pas. On est seul sur le terrain, mais on a les réunions d'équipe qui nous permettent de discuter, échanger les situations, trouver des solutions. De pouvoir déposer aussi, parce que on peut parfois vivre des situations difficiles. Donc c'est important aussi de pouvoir déposer à ses collègues, de pouvoir trouver d'autres solutions. Parfois on a un gros point d'interrogation, on ne sait pas avancer. Et donc voilà, le travail en équipe pour ça est quand même très très bénéfique. Ouais, et il permet aussi d'avoir différents angles de vue. Donc, on est éducatrice, on a des collègues assistantes sociales, on a une collègue psychologue, on a même un collègue secrétaire qui apporte aussi parfois un point de vue auquel on n'aurait pas pensé, plus pour des côtés pratiques. Ouais, la complémentarité, c'est quand même riche parce que, on ne voit pas toujours les choses de la même manière. Voilà, on a des approches différentes, des formations différentes et ça permet vraiment de pouvoir avoir une cohésion ensemble. Au niveau pratique, le côté service d'accompagnement, voilà, on est avec des horaires de jour, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas dans l'urgence. On explique bien aux gens quand on les rencontre qu'il y a un GSM, qu'on est joignable, mais qu'on ne répondra pas forcément au milieu de la nuit, qu'on ne débarquera pas le dimanche. On a des congés, et quand on est en congé, les gens savent qu'ils peuvent se réorienter vers l'équipe. On laisse un message, on les prévient, on organise. Donc voilà, moi je sais que quand je pars en vacances, j'aime vraiment, vraiment beaucoup mon boulot, mais quand je suis en vacances, je ne suis plus au boulot, quoi. On mise l'inclusion sociale. Pouvoir inclure la personne handicapée dans un milieu normal. Ne pas devoir faire la différence entre une personne dite normale et une personne dite handicapée. C'est une difficulté en fait, je trouve. En tant qu'accompagnateur, on va accompagner la personne comme tout un chacun chez le médecin. Quand il y a le médecin en face qui nous parle à nous plutôt qu'à la personne, moi, ça m'est déjà arrivé de dire que la personne à côté de moi comprend tout à fait ce qu'on lui dit, que peut-être je vais devoir lui répéter, mais que, à quelque part,
c'est pas moi qui suis concernée par la maladie ou par le problème. Et donc, voilà, ça c'est des fois confrontant, quoi. Après avoir constaté que même en accompagnant individuellement chaque personne, elles ont besoin de se retrouver. On a mis en place un chouette projet ici à la Mutuelle qui est du bénévolat. Donc on a des bénévoles qui viennent faire de la soupe ici le jeudi. On appelait ça les jeudis soupes. On va chercher nos légumes à la ferme et on bénéficie de la cuisine du bâtiment avec 3 bénévoles tous les jeudis qui découpent, qui cuisent, qui servent, qui font la vaisselle et qui rencontrent donc le personnel. L'idée, c'était de rassembler donc des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes du service, apprendre à faire une soupe, rencontrer 2-3 autres personnes du service et en même temps qu'ils soient inclus dans le bâtiment et qu'ils puissent rencontrer du personnel autre que notre ASBL. Et pour le personnel du bâtiment, montrer qu'on ne fait pas que de l'individuel, qu'on n'est pas en balade à l'extérieur et qu'on ne part pas boire du café chez les gens, mais bien qu'on a un suivi et qu'on met en place aussi des activités collectives régulières. Ils sont carrément contents. Et le personnel ici est content aussi de rencontrer nos bénéficiaires. D'ailleurs, il y en a qui sont connus, reconnus, ils discutent entre eux. Ça leur permet en tout cas de pouvoir se créer un cercle social. On a énormément de personnes qui vivent donc seules. Donc ici, j'ai mis un projet en place, un projet cuisine, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes vivaient seules, ne savaient pas cuisiner. Une fois par mois, où les bénéficiaires puissent se rassembler ici dans la cuisine de la mutualité pour pouvoir cuisiner ensemble, apprendre à cuisiner et pouvoir aller faire les courses ensemble. Donc j'essaye de mettre en place des repas à moins de 5 €, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Ça leur permet à la fois de pouvoir savoir faire les courses, savoir gérer un budget, pouvoir reproduire la recette chez eux, même s'ils sont seuls, mais en même temps on le fait en collectif parce que eux sont contents aussi de pouvoir avoir ce cercle social autour d'eux. Ces personnes-là, avec le service d'accompagnement, elles ont un lien particulier, quoi, parce que voilà, c'est vraiment le travail individuel et tous les aspects sociaux, psychosociaux à mettre en place, à développer. On travaille en collaboration avec plein d'autres ASBL aussi pour des sorties, des voyages, c'est un peu plus compliqué parce que financièrement c'est compliqué, mais des sorties culturelles. Mais alors, il y a des clivages en fait. Soit on essaye de les inclure dans les activités, mais alors il va falloir travailler en amont l'accueil pour éviter la stigmatisation, on va dire. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé les activités collectives, parce que finalement, on se rend compte qu'elles y viennent plus facilement. Enfin, elles savent où elles vont être accueillies. Elles savent qu'elles arrivent en confiance ici, qu'il y a moins de peur. Alors je pense que parfois il faut savoir un peu sortir de sa zone de confort. On a parfois des situations compliquées, difficiles à gérer parfois émotionnellement. Toujours pouvoir rester aussi empathique. Je pense que c'est plus utiliser justement la proximité affective qu'on peut avoir parfois avec certains bénéficiaires comme ressource. C'est vrai qu'au service d'accompagnement, le lien, la relation qui se crée avec les personnes, elle varie forcément en fonction du caractère de chacun, mais voilà, il y a des personnes qui nous touchent plus que d'autres, il y a des personnes où on va s'investir plus que d'autres, et après, il faut trouver une distance quand même saine, qui permet de ne pas se laisser envahir, qui permet à la personne de garder aussi son autonomie sans être dépendante absolument de notre service. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué parce qu'on travaille avec des gens. Et puis, il y a plein de fois aussi dans notre accompagnement où on est le service, c'est le seul service où on est hors limite. On va accompagner les gens dans ce que personne d'autre ne va faire, quoi. On est vraiment des personnes ressources plus, parce qu'on les a écoutés, parce qu'on est dans le suivi de leurs besoins, parce qu'on les connaît bien. Ils ont confiance en l'équipe, ils savent que des fois, ils vont contacter le service avant la famille. Enfin, oui, je pense que c'est comme dans le résidentiel, quoi. Il y a un lien de confiance avec le travailleur social qui fait que c'est une relation privilégiée, quoi, quelque part. Peut-être piégeante aussi, mais...
Il faut essayer de faire la part des choses. Ouais. Même si on aime vraiment beaucoup son travail. Mais voilà, quand je suis chez moi, je suis chez moi. Bon, c'est vrai que des fois, je réponds au téléphone ou je fais un truc ou l'autre, mais voilà, j'ai quand même comme règle de ne pas le faire. Alors c'est vrai que c'est pas gentil ce que je vais dire non plus, mais ça permet vraiment de relativiser, hein, d'accompagner des gens comme ça, cérébro-lésés. Parce que tu te dis, ah ben moi, je vais bien, hein. Ouais. Tu vois. Ouais. Bon, j'ai mes petits problèmes, mais... C'est quand même pas si mal que ça. Hein. On se rend compte Mais- que en fait, ouais. nos problèmes sont petits. Ouais, C'est pas énorme. oui. Oui, oui. Un jeune qui est décédé, lui aussi, il a eu un accident, il avait 19 ans. Un accident de la route, sa maman a cru le perdre une première fois, coma et tout, et puis il se remet de tout ça, mais forcément, c'est plus le même. Et son truc, c'était qu'il ne voulait pas vivre. Ben, il ne voulait pas vivre. Vivre comme ça, vivre handicapé, il n'avait pas envie, quoi. Pour trouver des trucs pour le motiver, c'était quelque chose. Eh ben, il venait faire du bénévolat ici, il était super content. J'allais aller l'inscrire à Basic Fit parce qu'il avait envie de faire du sport, il était volontaire, mais si tu n'étais pas là pour trouver les... Il me disait, oui Sarah, il n'y a que toi qui me comprends. Et ben, il est décédé 10 ans après son accident de voiture, sa maman l'a perdu pour de bon. S'emporter des fois sur sa mère, c'était quelque chose. Hein. Mais parce que, c'est ce que je disais tantôt, je le comprenais, il avait envie de se suicider. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une arme et me tirer une balle, il me disait. J'ai dit, ben non, tu ne veux pas faire ça. J'ai dit, allez, il y a plein de trucs à faire, tu vas aller faire du sport, tu viens avec nous, on va faire des activités de bénévolat. Il est allé en sortie avec Altéo, enfin, trouver des petits trucs, mais son quotidien. Parce qu'on ne les voit jamais qu'une fois par semaine, les gens, maximum, quoi. On n'est pas là tous les jours pour leur tenir la main tout le temps, quoi. Et donc voilà, c'était peut-être une bulle d'air quand on allait en visite, mais le reste de son quotidien, c'était pas joyeux, quoi. Que nous, bah, du coup, on rentre chez nous. Institutionnel ou pas, on rentre chez nous et on retrouve notre foyer, on retrouve nos familles, nos amis, notre vie sociale, quand même, voilà, qui n'a rien à voir avec le quotidien des personnes. Oui. Mais c'est un beau métier. Leave.